voyage, histoire et nouveautés. C'est le programme de ce deuxième épisode de Storytime en compagnie de Mélissa, Margot et Concombre. The broadcasting system and affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Storytime, l'émission qui n'a pas peur de vous raconter des histoires. Je suis Dylan et merci d'être avec nous pour ce second numéro. Également merci pour l'accueil réservé au premier numéro, et notamment pour les nombreux commentaires, ça fait super plaisir. On a reçu énormément d'avis à la fois positifs et constructifs dont c'est le rêve, et on a pris en compte du mieux possible toutes vos remarques afin de les intégrer dans ce deuxième épisode. Après vous avoir ramené à la dure réalité en vous parlant de rentrer dans le premier épisode, ce mois-ci Storytime vous invite à partir avec nous en voyage. Mais pas n'importe quel voyage, puisque le thème de ce second numéro est un voyage d'apprentissage. Vos capitaines de bord seront aujourd'hui Mélissa, de retour pour nous jouer un mauvais tour. Salut Mélissa. Salut Dylan, ça va ? Ça va très bien, donc tu es une des marraines de ce podcast-là, puisque tu étais dans le premier épisode, oui. Avec une histoire qui a marqué le public de sa pierre blanche, je sais pas où je vais, mais t'as reçu beaucoup d'avis sur ton histoire, je crois. Oui, ça m'a fait très plaisir, merci beaucoup. Voilà, ensuite nous avons une nouvelle voix, Margot. Salut Margot, comment tu vas ? Salut Dylan, ça va ? Alors toi, tu nous as préparé également une autre histoire. J'espère que ça va plaire à tout le monde. Et enfin, nous avons non pas un co-animateur comme on avait la dernière fois avec Mathieu, mais nous avons un invité, une voix que vous connaissez sur Radio Kawa puisque c'est l'un des co-animateurs de LOL Japon. Vous le connaissez peut-être aussi pour ses facéties journalistiques sur Combini ou encore sur Pixel, il me semble. Absolument, Pixel, lemonde.fr ou Numérama. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est Benjamin Benoît, alias Concombre. Bonjour Benjamin. Bonjour Dylan, bonjour à tous. Et oui, j'ajoute encore une fois une autre émission, mon palmarès kawaesque. Donc je suis très heureux de faire ça avec toi aujourd'hui. Et oui, et voilà. En plus, tu es dans le rôle d'invité, qui est une des nouveautés de ce deuxième épisode, puisque à la place des jeux, j'ai décidé de vous proposer un troisième moment, un petit peu différent des deux histoires qu'on va voir juste avant, puisque ce sera un entretien avec Concombre, car derrière ces atours chatoyants et glacés de co-animateur de LOL Japon, c'est aussi, me semble-t-il, un globe-trotter hors pair. Oui, mais malgré moi, parce que on va le voir ensemble, le paradoxe c'est que je ne suis pas vraiment... je suis très casanier en fait, je ne suis pas tant voyageur que ça, mais pourtant j'ai un peu bourlingué jusque-là, donc on va parler de ça. J'ai quelques anecdotes intéressantes dans ma besace. Donc voilà, ça s'annonce à la fois très intéressant. En parlant de nouveautés, nous allons commencer le podcast par aussi une deuxième grosse nouveauté de cet épisode. En effet, après avoir assumé personnellement la lourde tâche d'écrire la chronique d'introduction pour l'épisode 1, j'ai demandé à Justine, plume acérée et esprit aiguisé de son état, de nous déglacer ce thème qui est pour le moins polysémique. C'est la première séquence Croustina. Un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Non, ce n'est pas la dernière phrase oubliée de Neil Armstrong posant le pied sur la Lune pour la première fois, ni la première ligne d'un roman de Jules Verne. Rappelez-vous, vous sortez de l'école, voire pour les plus courageux, vous vous levez plutôt le week-end. Vous attrapez un bol de céréales ou bien quelques tartines, on ne juge pas, et vous allumez fiévreusement la télévision, craignant d'avoir raté le début du programme. Non, c'est bon, vous pouvez vous aussi vous écrier devant le poste qu'un jour vous serez le meilleur dresseur, que vous vous battrez sans répit, que vous ferez tout pour être vainqueur et gagner les défis. D'un coup, vous n'êtes plus seul. Vous quittez votre salon et vous rejoignez Sacha, Ondine, Pierre et leurs amis. Vous enfourchez votre bicyclette imaginaire, une Pokéball à la ceinture, et pendant une demi-heure, vous découvrez les mystères que recèle la région du Kanto, en laissant derrière vous tous vos problèmes. Envolez les devoirs, envolez les punitions, envolez la défaite au foot, à la récré, ou bien les feuilles d'idoles perdues dans la cour. Pendant 30 minutes, vous vivez dans votre univers préféré, et sans même vous en rendre compte, vous apprenez. On vous avait toujours dit que la morale, c'est la dernière strophe d'une fable de La Fontaine, ou bien d'un conte venu d'un autre temps. Mais tout d'un coup, vous vous rendez compte que c'est faux. Le respect, l'amitié, l'autonomie, vous apprenez tout cela grâce à un groupe d'enfants qui font ce que vous rêvez de faire, s'amuser en attrapant des Pokémon. Quelques années plus tard vient le temps des amours, le temps des copains et de l'aventure. Sacha et sa bande ont toujours une place spéciale dans votre petit cœur d'enfant, mais ils ont malgré tout été un peu remisés au fin fond du grenier.
Un soir, vous vous ennuyez. Vous décidez de regarder un film, mais le choix est difficile. Vous arrêtez malgré tout votre sélection sur 2 œuvres. Ce sera Into the Wild de Sean Penn ou Wild avec Reese Witherspoon, tous deux inspirés d'histoires vraies. À votre gauche, un jeune homme qui met sa vie entre parenthèses pour partir seul vers l'inconnu. À votre droite, une jeune femme qui plaque tout pour partir seule en randonnée sur l'Appalachian Trail. Partir. N'emmener qu'un sac à dos et des vivres. Se retrouver seul avec soi-même. Telle est la promesse qu'ils partagent. Pour vous, c'est l'occasion de quitter pendant au moins 2 heures votre appartement et de faire l'expérience d'un profond dépaysement. À la fin du film, une question. Mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que moi aussi je devrais tout plaquer ? Prendre une année sabbatique, faire le tour du monde, découvrir de nouveaux horizons ? La réalité ne rattrape pas toujours la fiction. Tout n'est pas toujours aussi simple que dans les films. Il faut retourner au train-train quotidien. Si vous tirez une carte chance, peut-être avez-vous l'opportunité de partir en semestre d'études à l'étranger, de décrocher un visa vacances-travail pour un pays qui vous fait rêver, ou bien carrément de gagner au loto, et donc de n'avoir plus à vous soucier de rien. Sinon, c'est par le travail qu'il vous faut en partie vous définir et vos rêves d'enfant s'éloignent. Si vous habitez en banlieue, quelle est loin désormais la bicyclette avec laquelle vous parcouriez les chemins du Bourg-Palette ? Désormais, c'est le RER qui devient votre principal allié. Et derrière les murs de votre pavillon, vous avez parfois l'impression de vivre votre vie par procuration. Pendant vos week-ends, vous jouez à Zelda sur Switch, parce que vous aimez bien les open world, que ça vous rappelle les plaines d'Hyrule parcourues sur le dos d'Epona dans Ocarina of Time, et que pouvoir jouer à un jeu prévu pour une console de salon ailleurs que dans votre salon, vous trouvez ça vraiment cool. Parfois, vos amis vous proposent une session de League of Legends, et avec votre guilde, vous vous promenez, vous découvrez, et vous découvrez. À l'heure de faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, qu'en retirer. Peut-être que vous n'avez pas battu le conseil des 4, c'est vrai, mais peut-être également que vous avez su éviter les obstacles sur votre chemin. Peut-être que vous ne vous souviendrez pas de tout, peut-être que vous ne vous souviendrez que des mauvais moments. Peut-être que vous serez seul, peut-être que vous serez bien entouré. Peut-être que vous serez cadre à la défense, peut-être que vous aurez tout plaqué pour faire le tour de France à pied puis élever des chefs sur le plateau du Larzac. Peut-être que vous aurez réalisé tous vos rêves d'enfant, peut-être que les opportunités ne se seront jamais présentées. La seule chose dont vous devrez vous souvenir, c'est de tous les petits voyages que vous avez accomplis grâce aux bateaux pirates de votre vie, à la recherche de l'île au trésor de la réussite. Comme le disait Robert Louis Stevenson, l'important ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Donc voilà, c'était la première séquence Roustina, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je pense qu'il y a une question qu'on peut se poser juste après cette séquence-là, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres culturelles qui ont été citées par Justine pour nous présenter un peu ce thème. Est-ce que vous, il y a des œuvres culturelles en particulier qui vous ont donné envie de partir? Toi Mélissa, est-ce que t'en as une en particulier? J'ai vu très tardivement Lost in Translation. D'ailleurs, je l'ai vu après avoir vu le making of qui a été fait par Arte. C'était hyper intéressant. Et en fait, je crois que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de partir. Je suis pas beaucoup partie dans des pays lointains et se retrouver voilà au milieu d'une culture que tu connais pas du tout, où t'es un peu personne et où finalement tu peux vivre un peu n'importe quoi. Ouais, j'aimais bien. Et toi, Concombre, est-ce que t'as une œuvre en particulier en question? Alors c'est pas forcément une œuvre, mais c'est plus un paradigme d'œuvre. C'est celle des voyages sans retour, celle où les personnages sont obligés de s'enfoncer de plus en plus dans des strates qui vont progressivement aller de plus en plus loin dans la dinguerie, etc., ce genre de choses. Il y a un roman de Bernard Werber qui s'appelle Les Fourmis, comme ça, qui est un peu rigolo, ou le récent dessin animé Made in Abyss, où les personnages doivent aller dans un trou sans fond de plus en plus barré, mais sans pouvoir remonter, sinon ils sont affectés par une malédiction. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu fasciné, ce côté creuser de plus en plus, monter les enjeux, le risque, le gain, mais toujours monter ouais, les enjeux comme ça. Le voyage sans retour, la fuite en avant, quelque chose qui me fascine un petit peu, et ça reste un voyage de plus en plus dangereux. C'est un peu Into the Wild qui a été cité dans la chronique, c'est un petit peu ça aussi. C'est aussi un voyage sans retour, mais bon. C'est alors pour pas spoiler, c'est surtout la volonté de faire une société, donc c'est un peu une fuite en avant. Une fuite en avant également. Plus ou moins assumée. C'est deux concepts différents, mais les deux sont fascinants. C'est vrai. Toi Margot, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a donné envie de partir? Justement, pas de la salle de cinéma, hein, l'impression comme ça, mais justement, on a parlé de Into the Wild, et moi l'un des premiers romans que j'ai lu et que j'ai adoré, c'était L'Appel de la forêt de Jack London, et toujours dans le thème de la fuite en avant, de partir de partir s'évader dans une forêt, de quitter la société et de vivre un peu retour à l'état sauvage,
au milieu des loups, c'est un petit peu mon idéal, donc. Et oui, un idéal qu'on va peut-être d'ailleurs pouvoir découvrir tout de suite, puisque on a déjà un peu entamé ce rapport au voyage qu'on peut avoir dans nos sociétés aujourd'hui, à la fois idéalisé, mais à la fois aussi qui peut faire peur. Mais on va pouvoir écouter pour commencer ton histoire, Margot. Alors me semble-t-il qu'elle parle d'un voyage un petit peu particulier, parce qu'on a tendance à penser que le voyage ça va un peu nous dépayser, nous faire partir loin. Et là tu vas nous emmener où? Je vais nous amener très très loin, à savoir à Paris. Voilà, donc un voyage un petit peu inversé, mais néanmoins toujours très intéressant. Je te laisse la parole, Margot. Merci Dylan. Alors du coup, moi je suis une littéraire et donc une vraie littéraire, donc le genre à apprendre les stances de Rodrigue pour les déclamer bourrés en soirée. Et donc quand on m'a dit que le thème c'était voyage d'apprentissage, la première chose à laquelle j'ai pensé c'est roman d'apprentissage. Et donc il y a quand même un thème extrêmement romanesque, à savoir l'histoire de la petite provinciale un peu naïve qui se retrouve projetée à Paris. Et donc la petite provinciale, c'est moi. Et donc pour être parfaitement honnête, j'étais absolument pas censée venir à Paris l'année dernière, parce que j'avais été acceptée dans une grande université anglaise près de la frontière écossaise, et honnêtement la perspective de vivre dans une petite ville médiévale à la Harry Potter me tentait beaucoup plus que le rythme effréné de la vie des amis de l'ABC. Donc c'était un peu mon rêve, mais finalement voilà, j'ai été acceptée dans l'école à laquelle j'avais postulé, et donc il m'a fallu trancher. Et finalement c'était, puisque on parle de littérature, c'était une espèce de dilemme cornélien un peu vulgaire, mais et du coup j'ai décidé de choisir Paris. Et ce qui est assez paradoxal, parce que j'ai jamais voulu étudier à Paris, mais je l'ai fait. Et donc pour me rassurer, je me suis mise à imaginer cet exil presque forcé comme une aventure bourrée de clichés, et donc pleine d'opportunités. Parce que Paris est une ville de clichés. Parce que pour moi, Paris, c'était la Sorbonne, c'était la Belle Époque, c'était Hemingway, c'était Minuit à Paris de Woody Allen. C'était un rêve inaccessible et pas forcément, et très idéalisé. Et voilà, donc je l'ai dit, j'étais une naïve petite provinciale. Donc c'est pas vrai, ceci dit, que la désillusion a été immédiate, parce que les premières semaines j'étais plutôt ravie. Je traînais au quartier latin, j'allais au théâtre, je flânais dans tous les quartiers mythiques de Paris. Bref, j'orchestrais ma petite réécriture du mythe du Paris romantique. Et j'avais un peu l'impression d'être Rastignac, qui vivait dans les temps modernes. Et d'ailleurs, à l'époque, c'était une chose que je disais très souvent aux gens qui me demandaient si j'avais pas peur d'aller à Paris. Je leur répondais toujours la petite phrase mythique de Rastignac, à savoir « à nous deux Paris », parce que j'avais l'impression que c'était un défi, qu'il fallait absolument que je gagne et que j'allais gagner. Et finalement, je l'ai perdu. Voilà, c'était un défi bravache et futile, et finalement, ça a été la grosse désillusion. KO. Direct, premier round. J'ai été très vite rattrapée par la réalité. Et la réalité, tout le monde la connaît, enfin tous ceux qui vivent à Paris, c'est le métro bondé, c'est la ligne 13, c'est les trottoirs puants, la foule grouillante, les touristes stupides, aussi stupides que moi, il faut bien avouer. C'est les sifflets dans la rue, c'est la fatigue. C'est le mot qui résume le mieux Paris, c'est quand même des illusions, je pense. Et donc Paris, c'est pas vraiment un personnage de roman, et moi j'étais pas un personnage de roman non plus. Et donc mon voyage d'apprentissage n'a rien à voir avec un conte de fées à la sauce Disney. Je dirais qu'on tape plutôt dans la veine des Rougon-Macquart. Donc c'est voilà, c'est sale, c'est gris, c'est Paris. Mais l'avantage des Rougon-Macquart, c'est quand même que c'est une sacrée longue série, et que donc des voyages d'apprentissage, j'ai le temps d'en faire d'autres, et peut-être un peu plus excitants que la désillusion parisienne. Voilà. Non, on l'espère en tout cas. Déjà oui, applaudissons. Bravo. Cette histoire. C'est vrai que du coup,
en réponse à ton histoire, la première question que j'ai envie de poser, c'est à toi. C'est est-ce que t'as un voyage de prévu? Enfin, je te pose la question un peu bêtement parce que je sais que t'en as un de prévu, mais oui, tout à fait. Puisque L'Appel de la forêt, c'est l'un de mes romans préférés, j'ai décidé d'aller au Canada l'année prochaine en échange universitaire. Voilà. Donc je vais. Très bon choix, très prometteur. Merci. T'as été au Canada, toi, Concombre? C'est un fantasme que j'ai toujours eu et que je ne pourrai plus jamais faire car il est trop tard. Donc sincèrement, je t'encourage à suivre cette voie. Je me projette ces fantasmes sur toi, mais sincèrement, je suis sûr que tu peux que passer une très bonne année comme ça. Oui, j'espère aussi. Toi, Amélie, je vais vous poser des questions un peu sur la vie parisienne, parce que c'est vrai, moi je sais pas si vous êtes pas né à Paris pour vous deux. Non, moi non. Je suis né dans la région parisienne. Mais j'ai pas été à Paris jusqu'à mes 18 ans. Enfin, j'y allais avec ma mère et mes parents et ma sœur pour faire des trucs sporadiques, mais sinon je vivais pas du tout à Paris. C'était déjà un voyage d'aller à Paris à cette époque-là, selon ton ressenti? Oui, ouais, c'est vraiment le truc de t'es à l'arrière de la voiture, tu sais pas trop où on va, et puis en fait tu suis le truc et en fait tu te rends compte que tu vas à Paris, mais tu sais jamais où en fait. Et du coup, toi, ton arrivée à Paris, même si c'était sur quelque chose un peu plus proche, tu l'as vécu comment, si tu t'en souviens? Je crois que je l'ai vécu de manière assez naturelle, mais ce que je trouve hyper intéressant dans ton texte, c'est ça me rappelle un article de Vice que j'ai lu il y a quelque temps. Pas tout est bon sur Vice, mais il y a quand même des trucs sympas, où c'était en fait un mec qui déconstruisait comme ça le mythe de partir à l'étranger et qui disait justement c'est très facile quand on voit ses potes sur Facebook partir dans des destinations de se dire que waouh, ça doit être un truc de dingue. Mais en fait, il y a un quotidien qui te rattrape et qui fait de petits détails et qui peuvent devenir insurmontables. Et en fait, tu t'emmerdes autant dans une chambre d'étudiant à Champigny-sur-Marne qu'à Boston, tu vois. Ouais. Si t'as pas, il y a tout un tas de choses en fait. Le lieu fait pas tout et je sais plus, c'est la citation. Les touristes font 2000 kilomètres pour retrouver à l'autre bout du monde les emmerdes qu'ils ont laissées chez eux, quoi. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté. En fait, c'est très intéressant parce que pour le coup, pas plus tard qu'hier, je parlais avec ma belle-mère qui est américaine et qui était en voyage à Paris. Elle disait, moi, mon grand rêve, c'est d'aller vivre à Paris. Si j'avais l'argent, je pourrais. Mais je lui disais, bah non. Si tu vis à Paris, tu te mettras à détester la ville. Et je pense que toi, Benjamin, en tant que spécialiste du Japon, tu dois sûrement le connaître, c'est le syndrome de Paris, que vivent beaucoup de touristes japonais et chinois, qui idéalisent beaucoup la ville de Paris et qui, quand ils y arrivent, elles sont un peu plus tristes. C'est littéralement, je crois, le syndrome de Paris est un vrai truc de la psychologie japonaise où tu y arrives, t'as une vraie dépression instantanée quand tu es là-bas et c'est un vrai mal qui touche les Japonais, il me semble. Mais je dirais pas que je l'ai inversé. Exactement comme Mélissa, j'ai la même configuration, c'est-à-dire pour moi c'était un objet de fantasme pendant très longtemps. On y allait avec mes parents quand on allait au restaurant ou ce genre de choses, et ça a commencé à s'inscrire dans mon quotidien quand j'avais 17-18 ans. Et à partir de là, maintenant j'y passe ma vie, j'y bosse un peu comme nous tous. Et ce qui, je pense, est le bon côté de cette défaite que tu as subie, c'est que ça rend les bons moments parisiens et surtout les bons endroits encore plus agréables. Moi, je sais pas vous, mais j'ai un ou deux ou trois un peu havres de paix parisiens où vraiment c'est la garantie d'un bon voyage si j'ai un endroit, une place, un kilomètre carré où à l'instant T je me suis senti vraiment bien. Tout n'est pas à jeter finalement. Je pourrais y retourner plus tard et me dire que c'était pas si mal. Moi, c'est par exemple la butte aux Cailles, j'ai trouvé ça super bien, ou le 13e près de la bibliothèque François Mitterrand, ou le parc de Bercy où j'y ai passé des moments souvent importants dans ma vie, notamment amoureuse. Ça rattrape un peu tout. Je n'ai pas la chance aussi de vivre à Paris, c'est un fantasme. J'aimerais avoir un jour la place que j'ai aujourd'hui à Asnières, sans prendre la tresse s'il vous plaît. Mais je comprends tout à fait ta chronique et je pense que cette désillusion, je la vivrai dans ma vie un jour aussi. On sera copains de désillusion, ce sera bien. Est-ce que vous deux, Margot et Mélissa, en tant que parisienne ou banlieue proche parisienne, vous avez justement ces lieux comme ça aussi ces petits havres de paix, Mélissa peut-être? Moi sur Paris, je suis beaucoup restée dans le nord, j'ai fait 2 appartements différents dans le 18e et puis maintenant du coup je suis à Saint-Ouen, donc juste derrière le périph'. Et ce que j'aime dans Paris, là où je me sens bien, c'est dans les trucs à taille humaine en fait.
Du coup, effectivement, la butte aux cailles, c'est vraiment ravissant. Il y a pas mal de beaux endroits dans le 18e, mais tant qu'en fait t'as un petit feeling de village que tu peux trouver d'ailleurs à Montmartre par exemple, même si bon il y a beaucoup de touristes, donc c'est autre chose, mais en fait je trouve que Paris est petit, c'est bizarre, mais je pense que je pourrais pas vivre dans une ville plus grande que Paris. Oui, ça. C'est une toute petite capitale. C'est très étonnant d'ailleurs. Elle est bondée cette capitale, mais elle est très petite et il y a des tas de lieux on sent qu'ils ont été faits pour très peu de gens en fait. Là où tu pourrais pas vivre à New York toi par exemple. Non, je pense pas. Ça m'attire même pas cette ville. Et j'aurais l'impression d'être n'importe qui. Enfin c'est con, mais une ville te fait forcément sentir un peu ton unicité. Et je pense qu'à Paris c'est beaucoup plus possible que à New York ou à Hong Kong ou des grandes villes comme ça impersonnelles. Mais c'est marrant parce que moi en tant que l'ancien provincial et récent parisien ou anierois, je suis pas à Paris exactement, j'ai d'abord senti ce sentiment d'anonymisation des individus. Toi tu l'as ressenti Margot, t'as fait à peu près le même parcours que moi. Non, pas particulièrement. Non, j'ai pas eu l'impression d'être plus anonyme que dans ma ville de province, mais ça me dérangeait pas particulièrement par ailleurs d'être juste une silhouette dans le métro, donc ouais, sinon pour rebondir sur la question de la taille de la ville et pour mettre en perspective Paris, je parlais également il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui habite à Miami et qui me parlait notamment de ces problèmes de transit. Il disait que voilà, c'était 2 heures pour aller, 2 heures pour venir, tout en bagnole. Là où à Paris, même si ça fait chier pas mal d'automobilistes, au moins la mairesse essaye de changer les choses un petit peu, même si les transports en commun sont pas, comme on l'a dit, sont pas forcément toujours au niveau sur certaines lignes. Peut-être que les métros, parce que prendre le train est une expérience qui peut s'avérer très agréable, mais là on pourrait vraiment y consacrer tout un podcast à part entière. Non, mais peut-être que tu pressens un thème qui arrivera. Le Traincast. Peut-être un Traincast ou peut-être simplement un story time sur des histoires de train. Moi, j'en ai quelques-unes qui sont pas piquées des hannetons. Voilà. D'autres réactions peut-être sur l'histoire. En tout cas, je l'ai trouvé, moi ça m'a particulièrement touché parce que on a un parcours relativement similaire. Oui, on ressent vraiment ta désillusion. Elle est tangible. Oui, mais en même temps, il y a aussi l'envie de partir, que tu pars très bientôt au Canada, donc c'est aussi, on sent que l'envie ça arrive très, très vite, là, on la ressent même. Oui, bah oui, ce qui est super paradoxal en plus parce que Toronto est à peu près, 3 ou 4 fois plus grand que Paris. Mais il y a des poutines à Toronto. Ça, ouais, mais j'aime pas le fromage, donc. Oh, copine de j'aime pas le fromage. Voilà, tout à fait. Ouais, effectivement, la France, pour le coup, n'est pas forcément encore moins un pays adapté à tes goûts culinaires, au moins. Donc, merci pour vos réactions et merci Margot pour ton histoire. Nous, on va faire une petite pause musicale. Alors, c'est une autre forme de voyage que je vais vous proposer. Parce que, en fait, je me suis rendu compte dans mes playlists qu'il y avait que des morceaux de plus de 5 minutes et souvent, ils font à peu près 10 minutes. Donc, ça va être un morceau de Snarky Puppy. Alors un morceau qui est fantastique, qui s'appelle Lingus, avec un solo de synthétiseur de la part de Corey Henry. Je vous demande si vous le souhaitez d'aller checker Snarky Puppy, qui est un groupe incroyable de jazz, mais c'est pas le jazz chiant, hein, qu'on pourrait dire, c'est vraiment du jazz incroyable avec une communion entre les différents musiciens de très haut niveau qui est c'est un truc unique au monde. Le morceau fait à peu près 10 minutes, donc si ça vous saoule, vous pouvez avancer le podcast d'à peu près 10 minutes. Je vous rajouterai le timecode là. 33 minutes 40. Voilà, vous avez le timecode. Sinon, je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve dans à peu près 10 minutes.
Voilà, après ce morceau formidable, on va reprendre tout de suite avec la deuxième histoire d'une voix que vous connaissez déjà, mais qui nous donne une autre narration aujourd'hui. C'est Mélissa. Mélissa, encore une fois, je vais te laisser la parole pour nous raconter ce que tu veux sur le voyage. Allez, un voyage d'apprentissage donc. Eh oui. La dernière fois que je suis partie en voyage, c'était avant-hier. J'étais sur le départ. Et je sais pas pourquoi, je pensais à Garibaldi, un général italien du 19e, célébré dans de nombreuses villes avec une avenue ou une place à son nom. Garibaldi s'appelait Giuseppe, comme mon père. Quand j'avais 6 ans, c'est lui, mon père, pas Garibaldi, qui m'a appris que des millions de microbes vivaient constamment sur nos corps. Oui, Mélissa, même si tu viens juste de te laver les mains. C'est lui aussi qui, quelques années plus tard, a tenté de m'expliquer que certaines étoiles que l'on voyait étaient déjà mortes tellement elles étaient loin. Et c'est lui qui m'a soutenu pendant des années. Sa théorie, si on a froid aux pieds, on a froid partout. Donc le train arrive, j'entre, je reste debout, billet sans garantie de place assise. Rapidement le train arrive à la porte. Dans le wagon rentrent des étudiants de l'autre bout du monde qui viennent d'un hôtel Ibis bon marché. Il me parle de la tour Eiffel sur laquelle je ne suis jamais monté. « You live in Paris and you never went up the Eiffel Tower ?» demande-t-il interloqué. Je me demande distraitement si le guichetier de la Grande Muraille de Chine s'en est lassé, ou si les gardes forestiers des chutes du Niagara attendent le vendredi soir avec autant d'impatience que n'importe qui. Un SDF remonte le wagon, en clamant qu'un sourire lui plairait autant qu'1 million d'euros. Il récite un poème de Guy Moquet. Les traîtres de notre pays, ces agents du capitalisme, nous les chasserons hors d'ici pour instaurer le socialisme, pour vous sortir de la prison, pour tuer le capitalisme. Plus loin dans le trajet, alors que nous passons près d'une butte, 2 femmes à tête bleue montent dans le train en même temps. L'une porte un hijab indigo parsemé de fils dorés, l'autre a coloré sa chevelure d'un turquoise éblouissant. Les sourcils se lèvent vers elles deux, pendant qu'elles ont trouvé où s'asseoir. Le train fait une brève halte dans la ville de Liège, où jamais personne ne descend. Et cette fois, je pense à ma mère et à son accent belge que je n'ai bien sûr jamais entendu. Pour les autres, ses inflexions trahissaient son pays de naissance. Pour moi, elle avait juste la voix tendre ou sévère, de celle à qui je quémandais des bonbons ou un piercing à la langue. À l'arrêt suivant, le contrôleur vient vérifier les billets. Il met quelques amendes. Je pense aux riches et aux pauvres. Est-ce que, comme dans l'histoire de Saint Ladre, patron des lépreux, les riches qui ne donnent pas aux pauvres iront en enfer, si cet endroit existe? Quand nous passons près de la plus belle avenue du monde, une femme se met à pleurer sans bruit, et un homme sans âge lui tend un mouchoir avant de descendre, sans attendre ni entendre « merci ». Les pupilles des voyageurs en face de moi font ce drôle de mouvement, en fixant le paysage qui défile, leurs yeux dans le vide passant en boucle et au ralenti de gauche à droite. Mon arrêt est là, je descends avec gaieté. Est-ce possible que, dans ce groupe d'inconnus qui étaient assis avec moi, dans ce train où nous allions tous au même endroit au même moment, il y eut une personne que j'avais déjà vue et dont je ne me rappelle pas? Sur ces 30 ou 40 âmes, combien peuvent dire je t'aime sans rougir? Combien sont fascinés par les serial killers? Combien ont déjà écrit un poème? Combien se sont brûlés le ventre en repassant torse nu? Combien rêvent secrètement de survivre à une invasion de zombies? C'est à ce moment-là que je réalise que tous les inconnus que j'ai croisés de ma vie, tous sans exception, ont une vie aussi intense et particulière que la mienne. Une quête qui continue bien au-delà de l'arrêt où je descends, un réseau de connexions souterrains dont j'ignorerai à jamais l'existence et la puissance, et que, vu de leur siège, je suis à mon tour une simple figurante, une fille que leur mémoire n'enregistrera pas, une paire de pupilles qui bug sur les insipides affiches 4x3 de la ligne 13. Prochain train vers Châtillon dans 1 minute, le suivant dans 5 minutes. La classe. C'est des applaudissements peu nourris parce qu'on est que 3, mais on n'en pense pas moins. Ouais, pour ça je rajoute la classe, comme d'habitude. Hein, tu nous as bien eu. Effectivement, moi je connaissais un peu le truc, mais voilà, il y a plein de petites refs aux arrêts de la ligne 13, semble-t-il. Une ligne dont on a déjà parlé au cours de ce podcast là, qui est unique en son genre. La bien nommée 13. La bien nommée 13,
qui porte bonheur, mais souvent malheur. Tu parlais d'un point qui est très intéressant, je trouve, c'est que le métro, je trouve, c'est un monde probabilistique très intéressant. C'est que parfois, en fait, on a quasiment zéro chance de rencontrer quelqu'un qu'on connaît dans le métro, et pourtant ça nous arrive peut-être plus souvent qu'on le croit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un que vous connaissez dans le métro comme ça par hasard? Oui, alors moi quand je suis partie avec mes parents à New York, j'ai rencontré une voisine de ma ville natale, à New York, à côté du MoMA. Donc oui, le métro est un lieu de rencontre, on peut le dire. Mieux que Tinder même. Ah, mieux que Tinder, c'est comme quoi le random est parfois plus puissant que les algorithmes pour rencontrer et retrouver des gens. Est-ce que toi, concombre, c'est quelque chose que t'as déjà vécu ou? Ça m'est arrivé. Je pense qu'il y a des gens que j'aimerais rencontrer dans le métro. Il y a des gens que je n'aimerais pas retrouver dans le métro. Il y a des gens, c'est peut-être un peu des deux. Je sais pas trop quoi penser. Ça date, mais vraiment la dernière fois que je vois un exemple de ce genre, c'était pour retrouver un ami perdu de vue, un ami de solfège, que j'ai croisé dans le RER A. Il m'a raconté un peu sa vie, je lui ai un peu raconté la mienne. La mienne paraissait un peu minable par rapport à la sienne. Et depuis, avec son directeur de thèse, c'est la personne qui a, je crois, découvert qu'il y avait une forme de vie sur la Lune. Enfin, un truc absolument incroyable pour la science, etc. J'ai pas mal d'amis comme ça qui sont au cœur de trucs scientifiques ou d'accomplissements assez intéressants. Et parfois, quand je les rencontre dans le métro, je bade un petit peu parce que je me dis est-ce que je me compare à eux, et c'est des situations qui ne sont pas forcément source de plaisir, mais ne serait-ce que retrouver un pote un instant, c'est toujours quelque chose. Mais voilà, c'est une expérience un peu ambiguë moralement et pour le moral. Ouais, parce que de toute façon, c'est des rencontres qui sont imprévues, donc fatalement on sait jamais comment ça va se goupiller, on sait jamais trop quoi dire dans ces moments-là. De toute façon, le métro, c'est souvent des moments de rencontres inconnues, et donc du coup des moments de non-rencontre où il faudrait éviter de rencontrer au sens premier du terme des personnes, parce que on le rappelle, aller emmerder des gens dans le métro, c'est une forme d'harcèlement, donc évitons quand même d'être des gros balourds là-dessus. C'est vraiment tout sauf cool, et c'est même pire que ça. C'est assez grave en fait. Alors c'est vrai qu'on arrive à une forme de paradoxe entre guillemets. Si on suit ton histoire, en fait, tu te poses beaucoup de questions sur ces anonymes qui sont au final sur lesquels on peut se poser énormément de questions sur leur histoire, etc. Au fond, on est entouré de gens qu'on ne connaît pas, puis d'un autre côté, il y a des gens qui ont un rapport totalement différent aux choses et qui, profitant de cet anonymat que eux-mêmes ils ont, en profitent pour tenter des choses qu'ils n'oseraient pas tenter à raison dans un autre cadre. Au fond, c'est ça un peu le paradoxe du métro, aussi le paradoxe de la grande ville. Parce que c'est vrai que il y avait toute une réflexion qui avait été faite au début du XXe siècle sur d'un côté la grande ville qui anonymise, mais en même temps la grande ville qui engendre du crime, justement parce que par l'anonymat on a des choses un peu comme ça. Parmi d'autres espaces qui est comme ça, je trouve qu'il y a la rue aussi. Est-ce que pour toi, Mélissa, il y a une différence essentielle entre la manière dont on perçoit ces anonymes avec tous leurs histoires différentes dans la rue et dans le métro? Dans le métro, fatalement, tu passes un peu plus de temps avec eux. Ils sont vraiment assis en face de toi, donc il y a vraiment ce postulat un peu miroir, parce que t'es assis en face d'eux, tu as la même posture qu'eux, et tu vas dans la même direction qu'eux au même moment. Donc ça fait déjà beaucoup de choses qui qui vous rassemblent entre guillemets. Et après il y a regarder, mais moi j'avoue que j'aime bien contempler un peu les gens, bien évidemment, si je vois que ça les gêne, voilà. Mais je me rappelle avec force, puisqu'on parlait du coup de notre première fois à Paris, je me rappelle avec force la première fois que j'ai pris le RER, parce que du coup moi je prenais le A aussi, et où je me suis vraiment rendu compte de tous ces gens autour de moi. Et je crois que pendant 3 mois j'avais pas de musique, j'avais pas de livre, juste je passais mon temps à regarder les gens et à tout regarder sur eux et à essayer d'imaginer. En fait, rien que le fait de les voir me faisait une distraction que je connaissais pas, parce que moi, quand j'allais à l'école avant, je marchais dans la rue et puis il y avait une voiture qui passait, quelqu'un qui promenait son chien et basta. Et là, c'était tout un panorama de la vie au sens archi large qui défilait devant moi. Moi, j'avais rien à faire. Puis voilà, quoi. C'est vrai qu'au fond, il y a
quand on arrive, il y a pas cette habitude qui s'est encore faite. On dit que l'habitude infra-ordinaris tout, c'est-à-dire qu'au fond, on se retrouve dans des situations singulières, mais parce qu'on les vit tous les jours, au final, elles deviennent beaucoup moins singulières. Et le regard qu'on peut avoir, par exemple, dans un arrêt de bus, il y a beaucoup ce discours accompagnateur autour des arrêts de bus. Il y a des gens qui vont essayer de percer, de raconter des histoires avec des gens qui sont en train d'attendre un arrêt de bus ou dans une cage d'ascenseur. Et puis d'autres manières de voir les choses, c'est-à-dire de pas les voir et juste d'attendre comme ça, qui est très intéressante par rapport à la manière dont on ressent au final la vie citadine et comment on arrive à normaliser ces situations qui sont singulières. Parce que il y a à peu près combien de personnes dans une rame de métro normale, on va dire pas bondée mais normalement remplie. Trentaine. Ouais, on est entouré de 30 personnes. Voilà, c'est dans une rame bondée. J'ai peur que ce soit 10 fois plus, dans le maximum des cas. Ah oui, non, je pensais au wagon, moi. Ah. Au wagon normal, les personnes qui nous sont directement accessibles par le regard, c'est ça que je voulais dire. C'est vrai que pour le coup, c'est vraiment très singulier. Et moi, en ce moment, je prends beaucoup le bus quand je pars en voyage un peu partout avec ces prix qui sont très très peu chers quand on part en France. C'est vrai que on passe parfois plusieurs heures avec des personnes qu'on ne reverra jamais et pour le coup c'est difficile de bien regarder parce que il y a la configuration du bus qui fait que c'est rempli de petits murs symboliques ou réels qui font que voilà, mais c'est toujours des situations singulières que je trouve très intéressantes à analyser et à remarquer. Est-ce que toi, du coup, Concombre, dans tes voyages, t'as souvent pris l'avion, etc., t'as ressenti la même chose dans l'avion, par exemple? Malheureusement, moi, je suis souvent dans la frustration, dans l'énervement, dans les mauvais côtés. J'ai plus me focaliser sur le bébé qui gueule ou, tu vois, les petites nuisances du quotidien. Mais, généralement, quand je prends le train et que c'est un moment agréable, car, le métro est rarement un bon moment. Disons que ça peut être un moment un peu comfy quand t'es tout seul, qu'on t'emmerde pas et que tu te laisses un peu aller. Mais généralement, je mets un petit peu une bulle autour de moi. C'est-à-dire, je mets un casque, je regarde un truc, je bosse. Un échange va se faire que si quelqu'un va zioter ce que je suis en train de faire ou me pose une question sur mon roman ou inversement. Ou tu vois, il faut vraiment aller vers moi ou inversement, tu vois, c'est pas quelque chose qui va se faire naturellement. Donc j'ai pas vraiment d'échange de ce type dans le métro ou j'ai jamais rencontré quelqu'un dans un train ou dans un avion. Je pense que c'est pas propice à ça. Mais ça peut tout de même être un bon moment, je pense, mais pas dans le métro. Le métro, c'est quand même quelque chose, c'est un peu interdit. C'est marrant ce dont tu parles d'aller vers l'autre. Je sais que c'est des tout petites choses comme ça qui se sont passées, mais enfin moi c'est ça en fait que j'aime bien et c'est ça que j'essayais de dire dans mon texte, c'est que le voyage des fois est dans des choses minuscules et qui te font réaliser des trucs immenses et tu te dis putain j'avais pas pensé à ça plus tôt, en fait c'est un truc de dingue. Et justement, moi j'ai pas trop honte de parler aux gens et j'avoue que mes plus belles rencontres métro, si je puis dire, même si comme tu dis elles sont jamais reliées à quelque chose de vrai, si sauf une fois j'ai rencontré un mec dans le bus. C'est possible. Et après on a été faire du roller ensemble, on est amis sur Facebook et tout, donc c'était vraiment un truc de dingue. Mais j'avoue que je pense que c'est pas mal d'essayer d'avoir le courage de quand on voit bien sûr que la personne est disposée à entendre, etc., mais d'aller chercher ce contact humain. Et je sais pas, moi je me rappelle une fois j'étais en short, on voyait donc toutes mes jambes et il y a un mec qui m'a dit mais excusez-moi madame, votre tatouage sur la cheville, est-ce que c'est pour les orphelins Baudelaire? Et j'étais complètement choquée quoi, parce que très peu de gens connaissent, en tout cas se rappellent de ce détail. Et le mec, j'allais descendre et du coup il m'a dit je me rappelle pas ce que c'est cet œil, est-ce que vous pouvez me redire? Et du coup on a commencé à se parler, puis je voyais que les portes allaient se fermer, il y avait le bruit et du coup je commençais à essayer de tout lui balancer la fin du plot. Et les portes se ferment et le mec part et ça faisait vraiment un truc très cinématographique de on se reverra jamais. T'as vécu un moment de bloc BD. C'est ça, il y a cette étincelle qui se fait, qui change ce quotidien. Une connexion. Voilà, et ça c'est des beaux moments qui sont au final possibles que dans des villes comme Paris. Donc comme quoi il y a... C'est vrai, ou dans les trams, ce que tu me racontais, Concombre, ça m'évoquait l'introduction du dîner de con,
T'as le con, je sais plus comment il s'appelle, c'est Jacques Villeray, qui fait tomber sa photo de maquette en allumette de la Tour Eiffel sur l'ordi. Ah bah, le gros forceur dans le TGV, c'était très très marrant. Mais c'est vrai qu'au fond ça se fait plus facilement quand il y a un point commun, un point de jonction qui se fait. Moi je sais que je rencontre très peu de gens dans le métro et encore moins dans le train, mais les quelques rencontres que j'ai pu faire dans le train, c'est parce que j'ai remarqué par des petits détails qu'on allait au même endroit. Par exemple dans une convention, j'ai fait une rencontre avec des gens au JIT Ferries, parce que j'avais remarqué, tiens, ils ont à peu près le même trajet que moi, et il a un t-shirt de JIT, alors il doit sûrement aller au JIT Ferries, et c'était le cas. Donc ça m'a d'ailleurs, petite histoire, pour le coup je me permets de raconter une des miennes, ça m'a d'ailleurs permis de me sauver la vie, et ça a condamné la leur, puisque pour aller au JIT Ferries, on avait pris plein de trains, il faisait très chaud, j'étais très fatigué, et en fait on prenait le RER pour le TER pour arriver à Celles-sur-Cher, qui est l'endroit où il y a les JIT Ferries, et c'était le dernier train pour y aller, et j'entends Nanana sur Cher pour l'arrêt comme ça. Alors moi je descends, je me précipite, je lui dis ouais, c'est là l'arrêt, descendez, j'y vais avec eux. Et en fait c'était la ville juste avant qui était aussi sur Cher, mais c'était pas la même ville, je crois que c'était machin sur Cher, mais c'était pas le Celles-sur-Cher. Et les deux villes étaient séparées de 30 km. Et il était 21h30. Donc il faisait nuit en plus, c'était terrible. Et donc j'avais emmené ces deux pauvres garçons avec moi dans la même galère, et ça m'a sauvé la vie personnellement, parce qu'on a pu, grâce aux 2% de batterie de téléphone que j'avais, appeler un taxi, et on a pu le séparer en 3. Alors, au lieu ça me coûte une blinde, en fait ça nous a coûté quasiment rien à 3. Donc donc tu vois, parfois faire des rencontres sur un trajet, ça peut sauver la vie, mais en tout cas s'ils écoutent par miracle ce podcast, je les salue, et je m'excuse encore d'avoir été le boulet le plus incroyable de son époque. Tu voulais réagir, Benjamin? Oui, est-ce qu'on pourrait pas se mettre d'accord sur le fait que prendre le train est l'expérience de transport en commun la plus agréable qui soit. Moi, quand je fais un voyage, un petit voyage, donc souvent intramuros, c'est en France, j'anticipe vraiment. Par exemple, la semaine prochaine, il y a les Utopiales. Je sais que je vais kiffer mon Paris-Nantes. Alors, malgré les tarifs qui ont doublé récemment, et le traditionnel bébé nuisant qui est toujours là, mais je trouve que c'est le transport en commun qui offre le plus de possibilités. Tu t'assois, t'es bien installé, tu fais ce que tu veux, tu bosses, t'écoutes de la musique. Si tu veux manger, tu vas t'acheter un croque-monsieur au bar. Tu peux te déplacer, tu peux te délier les jambes, tu téléphones à quelqu'un si t'en as envie. J'aime prendre le train, et je tenais à le dire ici, c'est vraiment le plus agréable qui soit. Un avion, c'est un peu fatigant, tu peux avoir peur, t'es comprimé. Le train offre le plus de possibilités en termes de confort, et c'est parfois lié à des mauvais souvenirs, mais il y a pas plus agréable que de prendre un train pour 2 heures et de faire un peu ce que tu veux dedans. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime les trains. Margot également. Bah moi je suis tout à fait d'accord avec toi, j'adore prendre le train. Et en l'occurrence j'habite très loin, donc des fois il m'arrive de faire 6 ou 8 heures de train pour aller à ma destination. Et effectivement j'adore le train parce que j'ai l'impression que c'est un moment très suspendu où on a rien à faire, et on peut être tout à fait libre de se déplacer, libre de regarder le film ou la série qu'on n'aurait pas forcément le temps de faire, libre d'écrire, de créer tout en regardant un paysage défiler. C'est vraiment un espace particulier et qui est très agréable effectivement, et très beau, et en plus on peut voir le paysage, et ça c'est quand même super bien. Et oui, et pour faire référence à un truc que j'ai appris cette semaine, apparemment c'est comme ça qu'ils ont découvert le travelling, en mettant une caméra par la fenêtre d'un train. Ça fait rire à Marjo, parce que on fait à la même référence d'un cours sur l'histoire du cinéma qui était particulièrement chiant, mais sur celui-là on a appris quelque chose d'intéressant. Apparemment ils ont découvert le travelling comme ça, donc ma foi, encore une magnifique avancée. Merci le train. Merci monsieur Guillaume Pépi. Malgré les tarifs et les bébés nuisants. Voilà, n'oubliez jamais la carte jeune, la carte vermeille, tout ça, c'est les tours les bons bails. Je ne ferai pas de référence à une carte qui a fait l'objet d'une chanson il y a quelques années, qui va peut-être. Mais oui, c'est possible avec la carte qui, oui. Voilà, mais ça fait 2 fois dans 2 cercles d'amis complètement différents qu'on me sort ce truc, genre je n'ai jamais entendu ça avant, quoi. C'est très particulier. On va avoir l'occasion, parce que en plus on parle de pub pour le coup, là on va avoir peut-être l'occasion d'écouter, parce qu'on va faire une petite pause encore une fois avant d'avoir l'entretien avec Concombre, une petite pause publicitaire. Quelques petites bandes annonces, comme j'aime bien dire, d'émissions de Radio Kawa, mais
pas que. Je vous laisse quelques surprises. Je vous invite à écouter ce petit moment. Voilà. Dans quelques minutes. Est-ce que vous avez déjà Pris le verre de trop. Jay, Fox, Caféine, Alex le serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour De la grosse murge. de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiotent des Cuisse de grenouille. ou reviennent sur des Photo. dossiers brûlants. Les Tauliers, une émission Radio Kawa. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hubert Pichard et j'avais envie de vous parler des musiques des hotlines téléphoniques. Alors j'ai lancé mon podcast. Ça s'appelle Version Standard et c'est disponible partout et dès maintenant. J'aime ces moments-là. On est là tous ensemble. Des ballons sur le sol. Des regards qui se croisent. C'est toujours les mêmes gestes. D'abord la jambe gauche. Toujours. Chaussettes, chaussures. Puis la jambe droite. Et puis une écoute de Match-moi sur Radio Kawa. Toujours. Parce qu'elle vous transmet plus que les oligo-éléments et les forces du volcan. Le podcast Match-moi C'est une chance. Voilà, de retour après cette petite pause pub, et on va reprendre directement avec la deuxième nouveauté de ce podcast, à savoir l'entretien avec notre invité du jour, du mois même, Concombre. Oui, alors j'ai eu mon bac en 2007, après j'ai fait Hippocagne, une année de droit, licence de lettres, master de lettres. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est l'album de la maturité pour toi L'album de la maturité. Oui, c'est des formules marronniers, tu utilises tous les... que j'aime beaucoup, oui, pour le deuxième album, absolument. Toi-même, je pensais en tant que journaliste à Combini, tu connaîtrais ces formules évidentes. Toutes faites, exactement. Et on ne va pas parler de ton travail de journaliste, malheureusement. On va plutôt parler de tes voyages. Alors, comme ça, la première question qu'on a envie de te poser, c'est quels ont été tes voyages? Fais-nous un petit peu un panorama de là où tu as été. Il faut que je vous explique que j'ai un profil de voyageur qui est un peu... je me sens un tout petit peu imposteur, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont plus pertinentes que moi. Paradoxalement, je suis pas quelqu'un de... Alors ça se voit pas là tout de suite, mais je suis pas extraverti du tout. Je vais pas vers les gens, et pour percer ma coquille, il faut y aller, quoi. Mais je travaille pas... Non, je ne voyage pas énormément. C'est-à-dire, je suis très casanier. Je vais pas faire un voyage. Pour moi, ça nécessite un petit effort. Et c'est un peu paradoxal parce que dans mon métier, on voyage un petit peu. Par exemple, normalement, je fais un voyage de presse à Stockholm dans 10 jours. Généralement, quand on est journaliste tech, on va souvent en Inde, à Dubaï, à Cupertino, enfin, selon des événements, etc., où t'es invité. Mais tous mes voyages ont été assez familiaux. Rarement avec des amis, genre en road trip avec des copains. Et c'est les opportunités que j'ai eues jusque-là, même si je connais des gens qui sont, par exemple ma sœur, que je salue, qui les 5 dernières années, je crois qu'elle a fait peut-être une quinzaine de choses. Elle est en Iran, au Québec, au Japon, c'était en Syrie, rien que l'année dernière, au Cambodge, où elle a attrapé une saloperie. Et pour enfin répondre à ta question, un peu évidemment partout en France, mais ça comme tout le monde. En Europe, j'ai fait toute l'Italie plusieurs fois, 5 ou 6 fois. Je suis allé à Florence 2 fois, Rome, à Gênes, en Sicile, à Naples, ce genre de choses. En Allemagne, en Irlande, en Islande, aux États-Unis plusieurs fois, au Brésil. Moins en Orient, c'est vraiment un pan que je dois découvrir encore. Au Maroc, et pas mal de choses comme ça, mais j'en oublie certainement, mais effectivement j'ai pu j'ai eu cette chance de au moins faire quelques voyages jusque-là dans ma vie. Et c'est vrai, je trouve que peut-être moins que ta sœur, mais que comparativement à nous, peut-être, je trouve que c'est quand même un beau palmarès de voyages, pas mal de choses. Alors tu mentionnais déjà un peu ce point dans ta petite présentation, mais
au fond, qu'est-ce qui te poussait à y aller? Est-ce que c'était vraiment tes parents qui te disaient tu viens avec nous, sinon je te fous une tarte, ou enfin mes parents sont pas comme ça. Évidemment tes parents, ou si c'était quand même quelque chose de plus personnel, même si c'est pas dans ta nature, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est une question d'enfance, c'est un bail d'enfance. Au début, c'était un peu une contrainte, genre il faut aller avec les parents en famille en Italie, je m'en fiche de l'Italie. Tiens, j'ai oublié Séville d'ailleurs, où j'ai passé peut-être l'un des moins bons voyages de ma vie, où j'ai jamais passé un bon moment. Et à Barcelone aussi, mais bon, ça, comme je suis un Colliourink averti, l'Espagne, c'est souvent. Oui, c'est souvent des voyages familiaux qui ont été de plus en plus des opportunités en fait d'accompagner mes parents, ou juste tout simplement des vacances en famille. Sinon, c'est par le travail. Et je ne me souviens pas avoir fait quelque chose tout seul qui est un peu quelque chose que je redoute. Je ne suis pas quelqu'un de très débrouillard. Ou sinon c'est des histoires de couple, évidemment. Enfin évidemment, on n'a pas tous cette chance, mais j'en ai fait un ou deux. D'accord. Donc plutôt familial. Voilà, je suis quelqu'un de casanier, il faut un peu me traîner. Bon, j'ai 27 ans, j'ai un peu acquis, j'espère, un minimum de maturité pour comprendre, on va dire, les vertus d'un voyage et ce qui est excitant derrière. Mais j'ai appris à aimer ça. Au début, il fallait un petit peu, voilà. Par exemple, quand on est allé au Brésil, j'avais 16 ans. Je redoutais tellement de prendre l'avion pour la première fois que je me posais la question si j'allais y aller, quoi. Tout le monde me disait autour de moi, quand même, Benjamin, quand même, tu vas pas hésiter à faire ça, quoi. Ah oui, possible. Donc, vraiment, t'as eu besoin de ta famille pour franchir le pas, on peut dire. C'est ça. Mais du coup, vu que la plupart de tes voyages se sont faits dans un contexte familial, moi ce qui m'a étonné pour le coup, c'est que c'est quelque chose qu'on peut redouter, parce que parfois on peut s'engueuler dans les voyages, surtout si c'est des road trips, parfois si c'est des voyages un peu longs. Toi, comment t'as vécu ces voyages en famille? Est-ce que pour toi c'est la dimension familiale a été quelque chose de contraignant? Est-ce que tu l'as plutôt bien vécu? Est-ce que vous avez un système pour bien le vivre? Je sais pas s'il y a un truc pas comme du ça. Tout. Dans ma famille, on communique très mal, donc je pense que ailleurs ça peut se faire. Tu peux arriver à des idées comme ça, mais effectivement, tu évoques une peur intéressante, celle d'être coincé avec quelqu'un, même que tu aimes, parfois littéralement, parfois avec ta moitié, mais aussi avec ta famille. Le fait d'être dans un espace clos, souvent, donc notamment des hôtels, car j'ai vraiment vu un nombre d'hôtels assez, je pense, supérieur à la moyenne. J'aime bien passer une nuit dans un hôtel. Après, ça demande des moyens pécuniers. Il y a pas de système. Faut juste essayer d'être la meilleure personne, d'être patient, de faire des concessions, éventuellement en parler avant, même si parfois tu peux en parler, ça peut le faire quand même parce que tu peux faire des bêtises ou l'autre fait des bêtises. Mais j'ai tout vécu à ce niveau-là. J'ai parfois la proximité. Une semaine après, tu peux arriver à une grosse engueulade. Parfois, j'ai fait un peu le tour du sud de l'Islande avec mes parents dans un camping-car, donc vraiment dans un espace très très réduit. Ça s'est toujours très bien passé. On a passé une excellente dizaine de jours, malgré le temps de merde pendant 10 jours, etc. Enfin, il y a pas de problème. Mais malheureusement, j'ai peur que ce genre de choses dépendent beaucoup de ton humeur et des éléments et des événements que tu peux pas vraiment contrôler ça. Et je comprends tout à fait la peur de partir en voyage avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes et de t'engueuler avec. Malheureusement, elle est tangible et j'ai peur que tu puisses pas faire grand chose à ce niveau-là. Ouais, donc il faut vraiment essayer de prévoir au maximum, mais parfois c'est inévitable. Peut-être, comme tu le dis, invoquer des codes, genre invoquer un safe word, comme pour d'autres situations, genre amanite phalloïde, plus personne ne dit rien, on se calme, on arrête de s'engueuler. Ou peut-être avoir un rapport à l'indépendance, parce qu'on peut partir avec des gens et quand même avoir une certaine forme d'indépendance. Oui, il y a rien de plus agréable que de se prendre une journée un peu à soi. Genre moi, par exemple, j'ai fait 2 voyages à New York que j'ai adoré. Tu laisses ta famille vadrouiller à un endroit et toi tu vas prendre le métro, un peu faire ce que tu veux. C'est pas parce que t'es dans un voyage organisé plus ou moins que tu peux pas prendre des libertés et découvrir un peu des trucs de ton côté. C'est agréable de retrouver une forme de solitude dans n'importe quel aspect de ta vie, évidemment. Mélissa, tu voulais réagir? Oui, j'avais lu un truc sur le sujet justement des voyages entre amis qui était un moyen de bien s'embrouiller puis après de plus être amis. Et du coup, il conseillait pour répondre à ta question, Dylan, de bien clarifier en fait les velléités de chacun de ce voyage, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, pour eux les vacances c'est se lever à midi et faire la fête par exemple le soir, et d'autres c'est genre se lever à l'aube et voyager, voir un truc carré,
connaître les horaires d'ouverture des musées et autres. Et du coup, si tu discutes pas de ça avant, bah en fait, tu peux frustrer les deux personnes qui vont faire une sorte de compromis qui sera bon pour aucun des deux. Et du coup, en fait, après, c'est de la merde et ça peut créer des tensions de ouf. Donc, faut bien se dire qu'est-ce que c'est pour toi les vacances, quoi. Totalement. Et du coup, j'ai envie de te reprendre la question, en miroir. Pour toi, Benjamin, c'est quoi les vacances? C'est toi les voyages? C'est se lever à l'aube et se laver de... Non, j'aime pas du tout ça. Et je suis le seul dans ma famille. C'est tout le temps la même chose. Ma sœur, donc c'est ma sœur et mes parents, mes deux parents, que je salue, se lèvent toujours à 8h pour manger le petit-déj à l'hôtel. Et moi, je ronfle. Je n'aime pas du tout me lever tôt en vacances. Les vacances, c'est sacré. Tu te reposes, tu t'en profites pour prendre un petit peu de temps. Généralement, il faut me contraindre un petit peu à me lever tôt. Je suis plus feignant, plus décalé à ce niveau-là. Là, c'est millennials. Exactement, millennials to the max. Même à un endroit exceptionnel, même très loin de chez moi, je tiens à mon petit confort et j'ajuste ma journée par rapport à ça. Ou même, tant pis, je vois pas certains trucs. Mais même si je le fais, je n'aime pas me lever tôt en vacances, quoi qu'il arrive. Ça, au moins t'as l'occasion de peut-être que quand t'es en famille, ta famille sait ce point-là et s'adapte par rapport à toi. Elle va pas te forcer, dire lève-toi pour aller voir X musée ou X chose que tu ne pourras pas voir du coup. Est-ce que toi du coup t'as eu des regrets par rapport à cette manière d'agir, des choses que t'aurais voulu voir? On s'est engueulé. Je me souviens la dernière fois qu'on était allé à New York, je voulais absolument aller prendre des photos parce que je venais de m'acheter un appareil, un assez bon appareil, un appareil Canon qui était Canon justement. Et je voulais prendre des photos de nuit sur l'Empire State Building. Et on était à Hell's Kitchen qui est un quartier assez sympa mais qui craint un tout petit peu, genre vraiment rien de méchant. Et ma mère a piqué une crise sur le fait que je sorte seule à 22h. Elle a craignait que je fasse touriste et que je me fasse dépouiller et tout. J'avais 25 ans, vraiment, j'avais aucune raison, etc. Je me sentais pas du tout pas en sécurité. Et ça a créé une engueulade assez dantesque qui, je pense, a sorti un petit peu quelques pulsions passives-agressives entre nous depuis un certain temps. Mais c'est déjà arrivé, oui, ça peut arriver ce genre de situation, de tension. Oui. Mais c'est vraiment que des exemples qui très ponctuels, qui n'enlèvent rien à la qualité de l'expérience globalement. Mais c'est juste pour te répondre à la question. Voilà, et du coup, qu'est-ce que tu fais en voyage en fait? Qu'est-ce que je fais en voyage? Ça dépend des pays, tu vas me dire. Je me prépare très peu. Et alors je fais un peu ça la veille. Je me dis qu'est-ce que vous avez fait vous, qu'est-ce que je regarde, dans quel endroit je vais, puis après je me fie à Yelp ou ce genre de choses, d'applications. Et généralement je me laisse un petit peu vaquer en souvent me reposant sur le programme des autres. Je passe un petit peu de temps à l'hôtel. J'ai pas peur de glander un peu, vraiment de me reposer, etc. Parce que généralement quand t'es en voyage, tu marches. Donc t'as besoin de te reposer un petit peu. Et j'aime bien. Généralement je fais pas des trucs de touriste, même si c'est un peu condescendant, c'est pas du tout mon intention, mais je vis un peu comme vivrait quelqu'un comme vivrait un New-Yorkais par exemple. Moi je vais effectivement je vais au musée du coin, mais je vais dans une salle d'arcade, je vais aux librairies, je vais à la supérette, je vais au cinéma local. J'essaye de prendre du temps de faire comme les Romains, quoi. J'essaye de prendre un équilibre, de faire comme si j'étais là pour un très longtemps, comme si j'étais là pour 6 mois en échange ou ce genre de choses. Je dépose des CV dans les rédactions locales, on sait jamais, tu sais, ce genre de choses. Je suis pas vraiment dans le partage, mais je flâne. C'est très cliché de dire ça, mais je perds un petit peu de temps. Je regarde les dessins animés sur les chaînes locales, tu vois, je regarde la télé locale. Je vais au cinéma, je l'ai déjà dit, mais j'essaye de m'adapter, de rentrer dans le quotidien local. Au fond, c'est très vacances, hein, l'occasion de pouvoir perdre du temps. Il y a qu'en vacances qu'on peut l'avoir, donc c'est ça. J'essaye de sublimer l'art de la perte du temps. Oui, mais voilà. Et est-ce que cette pratique-là, ça t'a donné des voyages plutôt mouvementés, plutôt calmes, ou j'ai des anecdotes très mouvementées par rapport à ça et je pense qu'on y arrive. Mais non, généralement, je cultive le cosy. Hein. Quand je suis à l'étranger, je vais pas trop sortir de ma zone de confort.
même s'il m'est arrivé des aventures un peu particulières, notamment au Brésil. Alors vas-y, parlons-nous tout de suite de ce qui s'est passé au Brésil. Alors figure-toi que j'ai apporté mon drapeau Ordre et Progrès, qui est incroyable. Qu'est-ce que c'est moi je sais pas ce que c'est, drapeau Ordre et Progrès, c'est quoi? C'est la devise du pays en fait, où t'as un énorme globe sur le fameux triangle, le fameux losange jaune sur fond vert, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais le Brésil est avec sûrement les États-Unis et l'Islande l'un des pays auxquels j'ai vécu le plus de choses particulières, parce que dites-vous que là-bas on prend l'avion comme on prendrait le bus, hein, sincèrement. Le territoire est tellement grand qu'on fait des sauts de puce en permanence pour voir des paysages qui sont extrêmement variés, que ce soit Rio, l'Amazone, Salvador, des villages comme Paraty, tout ça est extrêmement varié. Il peut vous arriver des trucs de fou, notamment il y a une fois je suis monté dans une bagnole à Rio, je me suis demandé si je m'étais pas fait capturer comme dans les Simpsons, quoi. Donc c'est pas arrivé, mais il m'est arrivé une anecdote que je raconte à tout le monde pour faire mon intéressant, parce que c'est vraiment le truc le plus un peu spécial qui me soit arrivé à l'étranger. C'était il y a un peu plus de 10 ans, c'était l'été 2016, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère, donc c'était le 19 août. On était au parc d'Iguassou, où il y a les fameuses chutes d'Iguassou, donc côté argentin, parce que c'est sur la frontière entre le Brésil et l'Argentine. Et il y a des bestioles là-bas, il y en a plein, il y a ce qu'on appelle des comment ça s'appelle, des coatis, qui sont des espèces de gros ratons laveurs, des gros mammifères, où plein de pancartes vous suggèrent de pas leur donner à manger. C'est pas comme un zoo, c'est pas comme le parc de Thoiry. Et moi qui suis un bon élève, je fais ça. C'est-à-dire je ne fais pas ça. Et quelque part quand on visite, parce qu'on était avec un groupe, un espèce de groupe organisé, l'un d'entre eux me donne un paquet de chips. Et genre, je le prends, je le tiens 2 secondes, et 3 secondes plus tard, j'ai 5 coatis partout qui me grimpent dessus. Et alors c'est plutôt marrant, enfin c'est plutôt voilà, ils me le prennent, ils me le piquent, ils se barrent avec, tu vois, un peu comme des singes en Thaïlande. Et je me rends compte que j'ai des traces de griffures et un peu des traces de dents quelque part. Et là, l'organisateur devient blême. Et il se rend compte que je suis bon pour un vaccin anti-rabique direct, quoi. Parce que quand on est exposé à un risque de rage, il faut agir tout de suite. Sinon après on est parti dans les premiers symptômes qui sont généralement la phobie de l'eau, le saviez-vous, dans la rage. On a la phobie de l'eau. Puis après on meurt très rapidement. Donc et à partir de là, c'est suivi le tour du Brésil. À chaque fois, il y avait un pit stop dans les infirmeries de Cambrousse, avec le petit baptou blanc de ados étrangers, donc super privilégiés, qui grillait la place aux gens qui étaient vraiment blessés, genre blessures par balle ou qui étaient vraiment pas bien. Et moi, je grillais tout le monde parce que j'avais ce privilège du touriste. Et des infirmières de mon âge, donc de 16 ans, m'ont fait des piqûres avec des bidules énormes. Moi, je suis très phobique des aiguilles. Donc c'était très marrant, mais très particulier. Ah oui, c'est comme quand on dit dans le film L'Auberge espagnole, c'est les pires galères deviennent les histoires qu'on raconte le plus. Mais j'ai jamais vécu ça comme une menace. Enfin, c'est-à-dire moi j'étais un peu la mort quand même, ça reste une menace, je trouve. Oui, mais je sais que j'embellis un peu l'anecdote dans le sens où je ne saurais jamais si j'ai contracté la rage ou pas. C'est un peu l'information qu'on ne sait pas. Tout ce qui est vrai, c'est que j'ai fait le traitement. Et je me suis jamais senti en danger, c'est-à-dire je savais bien qu'on allait s'occuper de moi et que j'allais avoir droit au vaccin pendant les 5 années à suivre, quoi. Mais ça a jamais été, je me suis jamais senti paniqué. Mais évidemment niveau assurance et tout, je pense que j'ai fait flipper pas mal de gens dans les tours opérateurs ou ce genre de choses. Oui. Ça c'est une anecdote marrante. J'en ai plusieurs des comme ça, mais celle-là c'est l'une des plus rigolotes. Tu parles d'autres anecdotes, tu parles d'une anecdote en Islande aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Islande, on a envie de savoir. Pas grand chose. Tu confonds pas avec l'Irlande? L'Irlande, putain, oui, c'est effectivement, j'ai une sorte de mélange entre les deux. Alors en Irlande, alors c'était aussi familial, mais famille un peu plus éloignée. Ma sœur concrètement, qui va être maman bientôt, donc je vais vivre ça, c'est absolument incroyable. C'est ma demi-sœur et du coup, elle a une autre famille. Elle a un autre frère. Et une autre
tante qui vivait à Cork. Et du coup, je suis allé la rencontrer et je suis allé voir c'est pas mon demi-frère, mais son autre demi-frère. Et là-bas, j'y ai vécu. Alors, c'est une ville qui est très intéressante, qui a une très belle université, et qui a un aspect culturel assez poussé. Mais là-bas, j'y ai vécu le plus grand moment de non-comédie de ma vie. C'est-à-dire, je sais plus trop comment, un jour, je me suis retrouvé dans un vernissage, je crois. Et il y avait des gens qui faisaient un stand-up. Et j'ai vu une succession de sketchs qui, avec donc mon nom de mi-frère, nous ont laissé vraiment de méga marbre. Genre, un mec a fait de l'air saxophone sur le morceau de Michael, le monsieur qui est mort en décembre dernier. George Michael, merci. Il a fait de l'air saxophone et puis après il a rien fait. Il y avait des non-sketchs qui nous ont fait faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est la 4e dimension? Où sommes-nous? C'était un grand moment c'est très difficile à raconter, mais un moment de non-comédie. Un peu du Monty Python sous acide, toi. Mon petit Python sous acide, dans un endroit improbable avec des gens improbables. J'ai trouvé ça assez rigolo. C'est une toute petite anecdote, mais je la trouve assez j'y repense avec pas mal de tendresse. Parce que c'est une ville assez morne, mine de rien. Jolie, mais morne. Effectivement, oui. Moi, pour le coup, ça me fait penser à ce moment de Shaun of the Dead où c'est dans un petit village anglais, me semble-t-il, et il y a ce moment de dramatique, tragique, enfin de dramaturgie très tragique dans le film où et il foire complètement Hamlet, je crois, ou une autre pièce de Shakespeare. C'est le théâtre local qui foire complètement la pièce, donc ça nous vient quelque chose de très drôle. Cet esprit, ouais. C'est un peu cet esprit-là. Allez, pour la route, peut-être une dernière anecdote de voyage. Je crois que t'en as une autre encore. Je sais pas, t'as un pays en particulier en tête? Tu m'avais parlé de Séville, je crois. Ah oui, non mais ça malheureusement, c'est effectivement, je sais que c'est littéralement une ville très belle, incroyable et pas très loin de nous. Mais je ne me souviens pas avoir passé un seul bon moment à Séville. Je trouvais les gens pas très polis. Et c'est aussi un contexte très particulier parce que pour tout vous dire, ma grand-mère paternelle était vraiment pas bien et on savait qu'elle allait mourir dans pas longtemps. Et c'était en famille, du coup il y avait un côté un peu elle était pas là, mais c'était avec mes cousins et mes parents, du coup on savait un peu que dans pas longtemps le pire allait se produire. Donc il y avait une dimension un peu bizarre par rapport à ça. Mais il faut savoir que Séville est une ville qui est très très catholique tradie. Un peu sociétalement arriéré, c'est très méchant et condescendant, donc je veux pas dépasser cette litote là, cette prétérition là. Mais c'était en pleine fête de Pâques où il y a des processions qui sont très lourdes, qui sont vraiment, l'ambiance est très très lourde. Quand il y a littéralement les cérémonies, tu sens quelque chose de très intense et je crois que ça rend les gens un petit peu tendus. Quand je me souviens avoir bu quelques bières là-bas, j'avais trouvé le personnel vraiment pas cool, un peu chiant, et c'était un peu le cas de tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment très circonstanciel, mais en voyage pas agréable où j'en tire rien de bon malgré une ville sublime. Entre Séville, Florence, certaines villes d'Islande, où voilà, ce genre de choses, vraiment j'ai vu des trucs très sympas. Mais Séville, c'est un peu le truc, le summum du j'en garde pas un bon souvenir pour des raisons qui sont très spécifiques. D'accord, mais c'est vrai que pour le coup, il y a certains contextes qui ne sont pas forcément propices au tourisme. C'est à contextualiser. Effectivement. Mais du coup, tu nous disais au début de ces entretiens qu'on t'a un peu forcé à partir en voyage, on t'a un peu forcé à sortir de ta coquille, de ton foyer. C'est ça. Mais rétrospectivement, qu'est-ce que tu dirais que tous ces voyages t'ont apporté dans ta vie? Des bons moments, avant tout, puisque je suis là à vous les raconter dans un podcast. Je serai pas le chantre de l'accomplissement personnel, genre je suis devenu une meilleure personne grâce à mes voyages, je vais écrire un post Medium pour dire à quel point ce voyage en Inde a fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. Je suis pas comme ça, j'y crois pas beaucoup, mais beaucoup d'envie de retourner à tel ou tel endroit. Des bons moments avec des personnes très très précieuses, ou vraiment des accomplissements au niveau relationnel avec un tel ou un tel.
et vraiment des micro moments, genre tu vois, je revois quelque chose à cet instant T, ou je resitue, mais je serais pas ce genre de personne qui te dirait que sur le plan personnel ça fait de toi quelqu'un de meilleur ou de plus accompli, ou c'est peut-être le cas, hein, mais je vois pas les choses sous ce genre d'angle là. D'accord. Il y a vraiment des petites touches, quoi. Tu nous parlais d'envie de repartir dans des pays, mais est-ce que t'as des envies particulières d'aller dans des pays que tu n'as pas encore visités? Grave. Tes futurs voyages prévus dans ton esprit, en tout cas, ça serait lesquels? Je veux pas m'étendre sur le sujet parce que certains de mes amis savent à quel point c'est un sujet de conflit. Mais, tout le monde part au Japon autour de moi et ça me surgave. Ça m'énerve, ça me frustre. C'est vraiment une mode qui est très actuelle et, j'ai pas cette occasion et, c'est lié à d'autres trucs dans ma vie un peu triste, mais voilà, j'aimerais aller au Japon un jour. C'est pas un fantasme, mais du coup le fait que le monde entier y aille autour de moi, comme je suis très lié à la culture pop japonaise, j'aimerais faire ce fameux voyage un jour, je sais pas, avec mon père, avec des amis, n'importe. Peut-être nous offrir un dossier de 6 heures après de sur ton voyage au Japon. Ça fait 7 ans qu'on en parle d'y aller avec mon père, et il y a toujours quelque chose qui s'intercale. Là récemment, c'était le fait que je trouve enfin un boulot après genre 10 mois de chômage, donc c'est un peu con quand même. J'aimerais aller en Australie, j'aimerais aller sur les plages de Perth ou de Brisbane, ou j'aimerais aller vraiment dans cette espèce de continent reclus où tout le monde a un accent trop cool. Ça me fait bien triper l'Australie. J'aimerais aller au Canada, j'aimerais aller au Québec, j'aimerais faire ton voyage scolaire. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Surtout que la culture francophone là-bas, la littérature, Jacques Poulain, c'est quelque chose qui me parle vraiment à fond. À l'inverse, je n'ai pas envie d'aller à 2 pays très précis qui sont la Russie et l'Inde, qui ne m'attirent absolument pas. D'accord. Pour pas mal de raisons. Et je pense par exemple à ma sœur qui est en Iran récemment. C'est vraiment elle a pas froid aux yeux. Mais ouais, je dirais des pays assez anglophones, anglo-saxons, le Commonwealth notamment. Ma mère me tanne pour l'Indonésie depuis un certain temps parce que c'est un peu sa crise de la moitié de vie. Elle aime beaucoup ce pays-là. Donc il y a quand même pas mal d'opportunités encore, de choses à faire. Oui, mais t'as encore le temps, même si t'es salarié, c'est plus facile quand on est étudiant. Salarié, j'aimerais bien. Non mais voilà, que tu crois. Tu as un vrai travail, c'est vrai que c'est plus facile quand on est étudiant, qu'on a la possibilité pour pas redire ce qu'a dit Justine dans sa chronique. Mais en tant que journaliste, tu pourrais peut-être même trouver de quoi et voyager. Oui, en tant que journaliste. Encore une fois, en journaliste, les opportunités tombent toutes seules. Mais par exemple, dans 10 jours, je vais aller à Stockholm, normalement, si ça se fait. Je vais y aller 2 jours et je vais avoir pas un seul instant à moi, donc c'est un peu triché, quoi. Je vais faire un aller, je vais faire mon sujet, je vais y revenir. Ah, tout est relatif. En tout cas, merci pour toutes ces anecdotes et pour cet entretien. C'est très peu de choses. Je te remercie de m'avoir invité. Je pense que c'était une vision du voyage qui est intéressante, en tout cas. Si on entend souvent des gens nous dire que le voyage a changé leur vie, bah parfois c'est un peu moins, mais c'est quand même bien. C'est ces petites touches de couleur dans nos souvenirs. Et puis je suis pas à l'abri de un jour vivre une épiphanie quelque part. Peut-être que, sans vouloir porter le mauvais œil, mais peut-être que ton futur voyage au Japon sera ce type d'épiphanie. On ne sait pas. Peut-être que ça se passera très mal. On ne sait jamais. Hein. Et en tout cas, merci à vous 3 pour cet épisode qui touche à sa fin. Alors j'ai quelques petites annonces alléchantes à vous faire pour le futur de Storytime. Alors déjà, on vient de créer une page Facebook. J'avais oublié de faire une page Facebook pour le premier épisode, donc je vous le dis maintenant. On a fait une page Facebook où vous allez pouvoir retrouver plein de petites choses et des petites photos, peut-être même des bonus. En tout cas, toutes les infos pour qu'on puisse vous contacter le plus facilement possible quand on sort un nouvel épisode. Donc n'hésitez pas à liker, ça nous ferait super plaisir. Annonce encore plus cool, le prochain épisode de Storytime, ce sera le 26 novembre je crois, à l'école multimédia, à 14h, on fait Storytime 3 en live et en public, avec des invités incroyables. Alors là pour l'instant, ce qu'il y a de confirmé comme invité, c'est Fibre Tigre. Et d'accord. Voilà, Fibre Tigre. Okay. Et notre cher ami Mathieu Lou de Ludographie Comparée qui est également confirmé. Un troisième invité viendra également, qui n'est pas encore confirmé, mais justement, venez sur la page Facebook, je vous le dirai en avant-première, sur le thème expérience vidéoludique.
Donc ça va être un épisode un peu particulier, parce que je vais vraiment laisser le plus de place possible à l'expérience incroyable de ces invités-là. Ça sera un petit peu sous forme d'entretien, puis après de table ronde. Donc n'hésitez pas à venir à cette date à 14h à l'école multimédia et prenez vos places. De toute façon, vous aurez toutes les informations sur la page Facebook, on va créer un événement, on va vous mettre bien. Vous inquiétez pas, donc c'est un épisode que j'ai très hâte de faire. En attendant, écoutez, encore une fois, merci pour vos histoires et pour vos expériences racontées durant cet épisode. Donc merci Mélissa, merci Margot, merci Benjamin, merci également à Monique qui a été notre ingé son de toujours pour cet épisode, qui a géré les balances de façon magistrale, on peut le dire. En jouant à Fire Emblem. En jouant à Fire Emblem, c'est ça. Je balance. Exactement, merci Fire Emblem, je sais pas. Merci de manière générale à Radio Kawa qui nous propose, qui est producteur de cette émission, qui nous a encore une fois donné tout ce matériel-là pour qu'on puisse vous raconter toutes ces histoires tous les derniers dimanches du mois à 9h. N'hésitez pas pour toutes les autres émissions et également pour la nôtre à donner au Patreon. C'est ça qui nous permet de financer tout ce matériel-là. Donc vraiment, n'hésitez pas à jeter un œil. Vous avez des récompenses en fonction de combien vous pouvez donner par mois qui peuvent vous intéresser si vous aimez bien que ce soit notre podcast ou n'importe quel podcast du réseau. Surtout les podcasts du réseau, pour les écouter pour la plupart maintenant, je peux vous dire qu'ils sont excellents. Abonnez-vous à l'émission sur iTunes, mettez des avis, c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir la plus de visibilité possible. Si vous aimez l'émission et que vous voulez qu'elle soit partagée, partagez-la, mais surtout voilà, mettez ces petites étoiles sur iTunes, c'est ça qui nous permet de propager. Commentez, ça je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, mais c'est ce qui fait aussi le plus plaisir, c'est que les chiffres c'est une chose, mais les mots c'est une autre chose. Donc n'hésitez pas à commenter, ça soit sur iTunes, ça soit sur Radio Kawa pour nous donner votre avis sur cette nouvelle formule. Quant à nous, on se retrouve justement à l'école multimédia fin novembre pour cet épisode, et en attendant, je vous dis ciao, prenez soin de vous, puis à la prochaine. Ciao.